Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour, chers amis. Bonjour, chers frères et sœurs. Je suis Élisée Yonta, analyste financier, économiste. Je vous remercie de suivre cette vidéo qui s'intitule « Les États-Unis financent la construction du corridor de Lobito ». Voilà. Je répète, les États-Unis financent la construction du corridor de Lobito. Quel impact sur l'économie des pays africains? Voilà. Je vous prie de mettre un like sur la vidéo afin que YouTube puisse la recommander au plus grand nombre de personnes. Mais également, je vous prie de vous abonner sur notre chaîne, d'inviter vos amis à s'abonner sur notre chaîne. Je vous remercie parce que le nombre de personnes qui s'abonnent sur notre chaîne est en croissance vraiment vertigineuse. Je vous remercie et tous ceux qui invitent leurs amis et qui parlent de notre chaîne à leurs amis afin qu'ils s'abonnent. Mais partagez également le direct sur vos murs afin que le plus grand nombre de personnes puissent en prendre connaissance. Voilà. La première visite du président américain Joe Biden, en tant que président, parce qu'en tant que vice-président, il y a été plusieurs fois, Joe Biden sur le continent africain a été en Angola. Voilà, en Angola. Non, l'Angola, c'est un pays qui est bien connu par les États-Unis. Souvenez-vous, pendant la guerre froide, les États-Unis soutenaient l'UNITA de Jonas Savimbi et donc les pays du bloc de l'Est, comme on peut dire, l'URSS, le Cuba, etc., soutenaient le MPLA de Augustine Neto. Voilà, Augustine Neto. Plus tard, quand il a décédé, il a été remplacé par Dos Santos. Et s'en sont suivis, donc, le pays étant coupé en deux, s'en sont suivis des négociations entre Jonas Savimbi, qui était retiré dans son coin à Wambo, et Dos Santos. Donc, les négociations ont eu lieu aux États-Unis, ici, à la Maison-Blanche d'ailleurs. Tout est sur Internet, tout est sur YouTube. Et la Realpolitik aux États-Unis a prévalu, n'est-ce pas, pour la formation d'un gouvernement avec comme président Dos Santos et comme vice-président Jonas Savimbi et un parlement commun. Mais malheureusement, Jonas Savimbi ayant quitté les accords, il n'avait pas compris les mutations géopolitiques en cours dans le monde et il a été tué. Et quelques années plus tard, sa dépouille a été rendue à sa famille. Donc, l'Angola a été réunifié. Donc, c'est ce pays-là que le président Joe Biden a visité parce que les États-Unis ont financé la construction du corridor de Lobito. Alors, c'est quoi un corridor? D'abord, pour que les gens puissent comprendre. En plus, on parlera de la ville de Lobito. Ensuite, on parlera même de la distance du corridor des pays qui traversent. Je rappelle que lors de le lancement des travaux du corridor de Lobito, le président Joe Biden a été rejoint par le président de la Tanzanie, il a été rejoint par le président de la Zambie, il a été rejoint par le président de la RD Congo, il a été rejoint ensuite par le président de l'Angola. Donc ça faisait 4 chefs d'État plus Joe Biden 5 qui étaient présents là-bas pour l'inauguration du corridor de Lobito. Le corridor, parlons-en. En anglais, en français, on désigne par corridor donc une infrastructure routière, généralement une autoroute. Par exemple, ce que les Ivoiriens ont construit, l'autoroute du Nord, qui permet de désenclaver le Nord par rapport au Sud. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous installez, par exemple, une usine dans la zone industrielle de Ferké, Ségbougou, quand elle sera opérationnelle, vous êtes sûr qu'en 6 heures de temps, un conteneur enlevé au port d'Abidjan peut être tracté jusqu'à Ferké, Ségbougou. Parce qu'il y a une autoroute qui permet de remonter cela. Quand vous arrivez aux États-Unis, si vous vous mettez en bordure, je le fais souvent, en bordure d'autoroute, vous regardez les camions passer. Si vous commencez à compter, je pense qu'en 1 heure, vous aurez compté. En 1 minute, vous comptez en moyenne 5 camions. En 1 minute, en moyenne 5 camions. Ça veut dire que si vous mettez là en 1 heure, vous allez compter environ 300 à 400 camions passés. Donc, c'est une infrastructure routière, un corridor. Une infrastructure routière, généralement une autoroute, ou bien une infrastructure ferroviaire, ou bien une infrastructure maritime, transport fluvial des marchandises. Parce que l'infrastructure routière ou l'autoroute est pas très sensible, est un peu sensible à la masse, ce qu'on appelle le poids,
Mais l'infrastructure ferroviaire et maritime ou fluviale est très peu sensible à la masse. Donc, ça permet de transporter des marchandises, comme on dit, big scale, middle scale, c'est-à-dire que de grandes quantités, mais de petites quantités, etc. Et de faire des consolidations, mais surtout des grandes quantités quand il s'agit du chemin de fer et du transport maritime. Le fondement de la compétitivité de l'économie américaine après les années 80, donc quand ils ont commencé à bâtir la mondialisation, c'est ce qu'on appelle le Global Supply Chain. Global Supply Chain, dont le transport international de marchandises. Voilà. Donc, quand on veut amorcer le développement, on commence par construire un corridor. Sauf que, corridor en français, corridor aussi en anglais, mais la compréhension du mot corridor en anglais est différente de ce qu'elle est en français. Les anglo-saxons désignent par corridor une infrastructure de chemin de fer, une infrastructure routière, autour duquel on installe des infrastructures de production, si vous voulez. Ça veut dire que quand vous prenez la Chine a 143 000 km de rails pour train à haute vitesse. Il faut savoir que les États-Unis ont construit 80 000 km de ces rails. Financer la construction, ont des intérêts, par exemple les Warren Buffett, tout ça, ont des participations, ont des droits sur le chemin de fer chinois. Donc à peu près sur les 143 000 km que la Chine a, c'est le plus grand pays au monde en termes de trucs, les États-Unis ont financé la construction de 80 000 km. Donc Tim Walz, qui était vice-président ici, d'ailleurs, a été beaucoup attaqué là-dessus en disant oui, mais tu étais là-bas quand il y avait Tiananmen, tu n'as rien dit, etc., etc. Bon, c'était purement des attaques. Mais c'est les États-Unis qui ont financé ça. Et quand vous regardez la carte de la Chine, donc autour de ces lignes de chemin de fer à grande vitesse que les Américains ont financées, presque 80 000 km, se sont installées des zones industrielles, des parcs industriels, des parcs technologiques, des silos à grains, etc., 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 parce que tout au long passe le chemin de fer, passe les marchandises, s'installent les unités de production, parce que l'entrée des matières premières et l'évacuation des produits finis se fait à moins de frais. Ça, c'est important. C'est le sens du mot corridor. Donc, les anglo-saxons parlent de corridor de développement. Ils disent corridor of development. Hein, and maybe industrial development, agricultural development, etc., etc. Donc, les États-Unis, c'est ça qui est une bonne nouvelle, commencent à se tourner. C'est un indicatif, d'ailleurs, comme a dit Taibor Nagy, les Camerounais appellent Tibor Nagy. Taibor Nagy, sur sa page Twitter, ou X, il a bien expliqué que le fait que les États-Unis financent la construction du corridor de Lobito est un signal fort qu'à l'avenir, l'Amérique entend elle aussi commencer à se tourner vers l'Afrique, qui aura bientôt 2 milliards d'habitants, donc qui sera un grand marché, mais également une grande place où il y a des ressources humaines pour produire. Je le dis souvent, les entreprises privées aux États-Unis ont 75 trillions de dollars. Donc, ça veut dire 75 000 milliards de dollars qui dorment, 75 trillions de dollars. Ça veut dire qu'un trillion, c'est 1000 milliards de dollars. Donc, ça veut dire qu'elles ont 75 000 milliards de dollars qui dorment dans les réserves, dans les return earnings. Donc, il faut bien trouver un endroit pour les investir. L'Asie, l'économie boom. Je pense que la prochaine étape, ce sera l'Afrique. Et le financement, la construction du corridor de Lobito est un signal fort. Donc, c'est ça un corridor. Les corridors de développement, par exemple, les États-Unis et le Japon ont financé 80 000 km de construction de corridors de développement en Inde. En Inde, oui. En Inde. Ça veut dire que ce sont des gigantesques autoroutes de longue distance, ça peut être 5 000 km, où tous les 100 km, vous avez une grande zone industrielle de 5 000 hectares, par exemple. Vous avez des dépôts pétroliers, vous avez des dépôts gaziers, vous avez des silos à grains, vous avez des parcs technologiques, vous avez, etc., etc. Donc, sur ces lignes de chemin de fer à grande vitesse, vous avez des trains qui font l'aller-retour permanent, en permanence, pour faire rentrer les matières premières ou évacuer les produits chimiques, évacuer les fluides, évacuer les produits chimiques, évacuer les produits finis, etc., etc. C'est ça un corridor. C'est sur les corridors que l'Inde et la Chine ont bâti leur prospérité économique. Donc, chaque pays ayant son modèle économique, ils ont bâti leur prospérité économique.
Et ça ne m'étonne pas que les Angolais aient conçu un corridor, vu qu'ils ont beaucoup travaillé avec les pays comme la Corée du Sud, avec la Chine, pour reconstruire leur tissu industriel. Donc, ils ont dû voir l'importance de corridors de développement dans ces pays-là. Le mauvais exemple du corridor de développement, c'est le Cameroun. C'est le Cameroun. L'exemple à ne pas copier. Lorsque le président Ahidjo s'en allait, il a laissé, lorsque les Allemands sont arrivés au Cameroun, ils ont utilisé certes le travail forcé pour faire construire les lignes de chemin de fer, qui étaient des corridors de développement. Donc, ils ont construit une ligne de chemin de fer qui partait de Douala à Yaoundé, de Yaoundé jusqu'à Ngaoundéré, mais aussi et surtout, ils ont construit une ligne de chemin de fer qui partait de Douala en Konsamba, mais arrivé de Douala en Mbanga, et arrivé à Mbanga, il y a un embranchement qui va jusqu'à Kumba et qui va jusqu'à Konsamba. Et on peut le voir, les investisseurs anglais, donc et même allemands, avaient développé de très grandes plantations dans la zone, ce qu'on appelle aujourd'hui le Mungo. Ils avaient développé de très grandes plantations dans le sud-ouest, donc à partir de Kumba, etc., en descendant. Mais aussi, ils avaient développé de très grandes plantations non, agricoles à l'époque, l'exploitation forestière en allant vers l'est du Cameroun. Sauf que, pour une raison que personne ne peut savoir ici sur la terre, alors que la régie FECAM, à l'époque, ce qu'on appelait la régie FECAM se portait bien, Paul Biya a décidé, pour les raisons que lui seul sait, de céder le chemin de fer à un privé, une entreprise française qui s'appelle Bolloré, qui n'a réalisé aucun investissement, qui n'avait même pas une police d'assurance. On a vu ça au Cameroun, quand il y a eu l'accident, la catastrophe ferroviaire, il y a eu des milliers de morts, et le monsieur s'est dit, il n'a pas d'assurance, il n'a payé aucune, il n'a indemnisé personne. Donc personne n'a été indemnisé. Les familles ont reçu un ridicule 30 ou 100 000 francs. Chaque famille a pu trouver le corps de son enfant et l'enterrer. Et d'autres, les corps ont été inhumés en vrac dans des fosses communes. Voilà. C'est le mauvais exemple. Et le mauvais exemple, en plus, sur ce corridor, c'est que cet soi-disant investisseur, ce n'en est pas un, a cessé de transporter les marchandises en provenance a cessé de transporter les marchandises camerounais. Donc, il a utilisé ça essentiellement pour piller les forêts. Donc, sortir le bois de l'est du Cameroun, sortir le bois de l'est du Cameroun. Donc, on a commencé à voir les trains passer avec d'énormes billes de bois. Et après, on a commencé à ne plus voir les trains marchandises. Les trains marchandises ont disparu. On a vu les trains passer seulement avec les billes de bois. Il a éventré totalement notre forêt. Il a éventré la forêt du Congo. Il a éventré la forêt de la Centrafrique. Ça se faisait à partir du chemin de fer camerounais. Donc, il a fermé le segment de ligne de chemin de fer qui faisait Douala-Konsamba, Douala-Mbanga, Mbanga-Konsamba, Mbanga-Kumba. Et ce qu'il faut dire, c'est que si, par exemple, on n'avait pas fermé la ligne de chemin de fer qui allait de Douala-Mbanga et de Mbanga à Kumba, je ne suis pas sûr qu'il y ait eu la crise anglophone. Je ne suis pas sûr qu'il y ait eu la crise anglophone. Parce que quand on a fermé la ligne de chemin de fer qui allait à Mbanga, et de Mbanga à Kumba, toutes les plantations sont tombées en faillite. Ce que Paul Biya a fait, c'est qu'il a pris tous les dignitaires qui avaient racheté ces plantations aux anglophones, aux Anglais, quand ils partaient. Il les a mis sénateurs, etc. Il a donné des petits titres là pour les flatter. Il a donné des marchés publics. Mais la conséquence, c'est qu'il y a eu un effondrement total de la production agricole, des produits d'exportation, dans le VA, dans le cacao, dans beaucoup de spéculations qui étaient produites dans ces endroits-là, dont les enfants ont commencé à grandir dans l'extrême pauvreté, avec la répression qui s'est abattue sur eux à tous les moments, parce qu'on en parle aujourd'hui parce qu'il y a Facebook. Donc beaucoup ont pris le chemin de l'exil, ils se sont versés en Angleterre, en Hollande, aux États-Unis, en Asie, etc., etc., etc. Et le retour du bâton, c'est la crise anglophone. Donc c'est important de le dire. C'est la mauvaise utilisation du corridor, voilà. Il a bradé le corridor. Oh, jusqu'aujourd'hui, on ne peut pas savoir pourquoi il a donné le corridor. Et ce soi-disant investisseur a fermé tout ce qui avait les ateliers, les écoles de formation, tout. Il a seulement transporté le bois, il a transporté le nécessaire pour le pipeline, etc., 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 etc. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je reviens au corridor de Lobito. Donc, les Américains financent la construction d'un corridor de développement, au sens de ce qu'ils ont fait en Chine et en Inde. Le corridor de Lobito. Lobito, c'est une ville portuaire de l'Angola. Donc, vous savez que l'Angola a une très grande façade maritime. Et sur leur façade maritime, ils ont conçu l'un des plus grands ports en eau profonde qui a l'avantage d'être sur la route de transport maritime.
qui vient de l'Asie et traverse l'Afrique, donc Johannesburg, Lobito, et puis longe pour aller vers les Amériques, non, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud. Je vous renvoie, elle est sur ma page d'ailleurs, Madame Claudia Arrojo, qui est une grande enseignante et chercheur à l'université de Chicago Booth, School of Business ici. Mais elle enseigne, non, je crois qu'elle est à l'université de State University of Chicago. Et elle enseigne à School of Humanity. Donc, elle fait beaucoup de recherches. Elle a ressorti beaucoup les data. Elle a écrit un livre où, quand vous lisez, il n'y a pas mieux que ça. Vous permettez de comprendre tout ce qu'il y avait eu comme échange entre le Kingdom of Congo, dont faisait partie l'Angola, la RDC, la Zambie, etc., et les Amériques, donc l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Je ne peux pas aller dans tous les détails ici. Il faudrait 10 heures pour pouvoir expliquer tout ça. C'est le temps qu'on n'a pas. Donc, si vous lisez ça, vous allez comprendre déjà les relations précédentes qu'il y avait entre le Kingdom of Congo. Je rappelle que ce n'est pas le Congo Kinshasa qui est là aujourd'hui. C'est le Congo Kinshasa, plus la Zambie, plus l'Angola. Ah ouais. C'est le Congo Kinshasa, plus la Zambie, plus l'Angola. Ça faisait ce qu'on appelle Kingdom of Congo. Et donc, il y avait énormément de relations commerciales entre ces deux. Alors, c'était pas seulement les esclaves, c'était aussi beaucoup d'activités, déjà des pierres précieuses, déjà les produits forestiers non ligneux, etc., etc. Il y avait des intensités des échanges et ils utilisaient une monnaie, je crois qu'on dit que ça s'appelait le Kwanza, quelque chose comme ça. Donc, pour pouvoir rythmer les échanges. Le Kingdom of Congo avait une banque centrale, et les Amériques aussi avaient leur banque centrale, et l'Amérique du Nord aujourd'hui avait sa banque centrale. Le Canada exactement. Donc, vous replongez dans l'histoire. Donc, le corridor de Lobito, les Américains l'avaient déjà sur les cartes qui datent de 1800. Donc, quand on regarde aux États-Unis les cartes de 1800, ils envisageaient déjà la construction de ce corridor de Lobito, qui est une ligne de chemin de fer qui part de la Tanzanie, qui rallie la RD Congo, donc en traversant les villes de Kolwezi, Lubumbashi, tout ça, qui rentre dans l'Angola, mais qui est rejoint par une bretelle qui vient de la Zambie et qui se connecte en Angola et qui longe tout droit jusqu'à Lobito. La ligne de chemin de fer à deux vitesses, à deux sens, à très grande vitesse, de la Tanzanie jusqu'à Lobito en Angola, c'est 1700 km. Et la bretelle qui part de la Tanzanie, de la Zambie pour relier le chemin de fer est 300 km. Donc, au total, ça fait 2000 km de ligne de chemin de fer à très grande vitesse en deux sens. Voilà. Pourquoi les États-Unis ont intérêt? Donc, on va d'abord parler d'intérêt des États-Unis. Les États-Unis ont intérêt à financer la construction du corridor de Lobito parce que les Américains sont challengés par la Chine. Vous avez lu la décision de la Chine d'interdire les exportations de certains minerais stratégiques. Donc, une bataille qui s'engage entre les États-Unis et la Chine pour le contrôle de ce qu'on appelle Green Economy. Green Economy, ça veut dire tout ce qui est la voiture électrique, la maison intelligente avec autonomie en énergie, les semi-conducteurs, etc., etc., etc. Toute la green economy avec tout ce que cela va les drones, tout ce que cela va constituer, ce qu'on appelle les consumer devices, les téléphones de dernière génération, les ordinateurs de la prochaine génération avec intelligence artificielle intégrée, etc. Donc, a besoin de minerais. Or, aujourd'hui, la Chine va vers un épuisement de ses réserves. D'abord, première chose, la Chine a choisi de ne pas exporter ses minerais pour contraindre les grandes entreprises internationales, les Apple, les Sony, les Toshiba, à venir installer leurs usines chez elles. Bon. Deuxièmement, la Chine a commencé à rechercher sur le continent africain, en Afrique du Sud, en RD Congo, des minerais. Et avec ces minerais, elle a fait elle a été le champion du monde de fabrication de composants
dans la zone industrielle est le Tech Park de Shenzhen en Chine, pour ceux qui connaissent bien la Chine, de Shenzhen. Et dans la zone parc, le Tech Park de Shenzhen en Chine, donc, la Chine a développé énormément de production de composantes. Et là aussi, l'affaiblissement des réserves de la Chine fait bon. Donc, pour y arriver, la Chine avait donc construit une ligne de chemin de fer qui partait de Lubumbashi jusqu'au port de Arusha en Tanzanie et qui permettait donc d'évacuer les minerais. Parce qu'avant, ces minerais se faisaient évacuer par camion. Ceux qui ont regardé le documentaire consacré à Moïse Katumbi, quand il prenait il devenait le gouverneur de Katanga, on voyait bien le port de Kasumbalesa qu'il avait construit parce que c'était un trafic terrible là-bas. La RDC n'avait pas de contrôle sur les minéraux qui sortaient. Donc, ils ont construit un port sec à Kasumbalesa et les Chinois ont construit une ligne de chemin de fer qui permet d'aller jusqu'en Tanzanie, ce qui a permis l'évacuation des minéraux à un coût qui est faible et dans des conditions de sécurité, de transport, d'assurance qui soient compétitives. Bon. Donc, les Chinois, maintenant, en baissant, en restreignant les exportations, cela contraint un peu les États-Unis à passer à autre chose. Ça veut dire que les États-Unis, aujourd'hui, voient ça comme une menace et pour contrer les offensives chinoises, envisagent de relocaliser une partie de la chaîne de valeur sur leur territoire. Donc, ils se disent, il faut faire un deal avec les Africains. Donc, le corridor de Lobito va permettre dans un premier temps d'évacuer les matières premières, les produits semi-finis, dont le cuivre, l'étain, le teston, le cobalt, le lithium, etc. de la RDC, de la Zambie, de la Tanzanie, mais aussi de l'Angola, vers les États-Unis via le port de Lobito, parce qu'en plus, il sera très compétitif. Le transit time est très court. Quand le bateau charge en Angola, il utilise la route de transport maritime. Tout est aujourd'hui sur Internet. Vous avez des applications, vous tapez, le navire met environ 10 jours. 10 jours. Là où le transit time en Afrique, c'est en Asie, c'est pas le port de Los Angeles, c'est 25 jours, 30 jours. Mais les navires vont mettre 10 jours, 10 à 15 jours maximum, pour arriver sur la côte Est. À la côte Est, hein, c'est ça? Ouais, la côte Est, ici, là. Donc, tout ce qui est dans les ports de Géorgie, etc., 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 du Texas, etc. D'ailleurs, l'actualité continue. Vous avez entendu Donald Trump dire qu'il faut remettre en cause les frais qu'on paye sur le canal de Panama. C'est parce que ils envisagent que certains bateaux traversent le canal de Panama pour aller approvisionner la tech, donc, qui est localisée au Texas, en Arizona et en Californie. Donc, il y aura beaucoup de mouvements dans lesquels les pays africains vont monter à un niveau assez élevé dans la chaîne de valeur. Ça va nous profiter. D'abord, ça profite aussi aux États-Unis parce que en jeu, c'est 7 millions d'emplois à créer aux États-Unis. 7 millions d'emplois. 7 million jobs to create in the United States with the corridor of Lobito, the Lobito corridor. 7 million jobs. 7 millions d'emplois à créer aux États-Unis avec le corridor de Lobito. Ça veut dire que à partir du moment où nous allons monter dans la chaîne de valeur pour produire les composantes, nous allons les exporter aux États-Unis, il y aura 7 millions d'emplois. Mieux, l'Afrique est un réservoir de main-d'œuvre, de travailleurs qualifiés, il faut le dire. Quand vous avez les États africains ont fait de gros efforts. Quand je dis travailleurs qualifiés, ça veut dire quelqu'un qui sait lire, écrire, compter. Quand vous allez dans les usines en Chine, les gens n'ont pas les masters. Ils savent lire, écrire, compter. On leur fait des tests où ils savent lire, écrire, compter et on les met à la chaîne de travail. Donc, les pays comme la Zambie, les pays comme la Tanzanie, les pays comme l'Angola, les pays comme la RDC ont renouvelé profondément leur leadership, contrairement à la France qui a tout fait pour gagner un leadership moribond dans les pays comme le Cameroun, etc. et d'autres pays. Donc la conséquence de ça, c'est que tout le long du corridor de Lobito vont certainement être installées des zones industrielles pour la transformation semi-finie de ces minéraux. Voilà. Et la fabrication des composantes. Ça va pas se faire en un jour, mais ça va se faire progressivement, qui est un grand game changer. Deuxièmement, lorsque dans cette zone, vous aurez les composantes, ne vont pas tarder à arriver des joint ventures entre des firmes américaines, des firmes japonaises, des firmes coréennes et des investisseurs africains pour commencer aussi à fabriquer en Afrique
les consumer devices, les téléphones portables, les ordinateurs, etc., les drones à usage agricole, etc., etc., pour le marché international. Donc, c'est l'amorce du développement sur le continent africain qui commence avec le corridor de Lobito. La deuxième chose, la Zambie et la Tanzanie sont deux grandes puissances agricoles. Non, la Zambie et la Tanzanie sont deux grandes puissances agricoles. La RDC et l'Angola sont potentiellement deux grandes puissances agricoles. Mais il faut qu'ils travaillent dans des pays comme l'Angola où il y a eu la guerre pendant longtemps. Vous imaginez bien qu'il y a des mines qui ont été placées dans divers endroits et ça doit prendre au moins un demi-siècle pour déminer. Donc, c'est pas évident l'agriculture. Donc, mais au moins, la Tanzanie et la Zambie sont deux grandes puissances agricoles. Et ces deux grandes puissances agricoles entendent faire valoir, donc entendent utiliser le corridor de Lobito pour évacuer les marchandises vers le continent, hein, évacuer leurs ressources agricoles vers les États du continent. Ça veut dire que la Zambie, qui a beaucoup de production agricole, le Zimbabwe, qui a aussi beaucoup de production agricole, vont pouvoir exporter leur maïs, leur soja, leur sucre, etc., etc., leur noix de cajou, etc., en utilisant le corridor de Lobito. Prenez la Tanzanie. Au lieu de charger sur un bateau pour que le bateau aille faire le tour dans l'Afrique du Sud et remonter jusqu'en Afrique centrale, la Tanzanie pourra mettre sur un train qui, en une demi-journée, a rallié la ville de Lobito et embarque sur le continent, embarque sur un bateau pour vendre en Afrique de l'Ouest, pour vendre en Europe et pour vendre dans les Amériques. Ça, c'est important. Cela présage aussi d'une intensification des échanges entre les Amériques et le continent africain. Quand on dit les Amériques, ici on parle de l'Amérique du Sud, notamment des grandes puissances, comme le Brésil, comme l'Argentine, comme le Chili, comme le Venezuela, comme l'Équateur, comme le Pérou, hein, donc qui sont des grandes puissances agricoles, comme la Colombie, hein, qui dispose de grosses ressources en termes de pierres précieuses, etc. Donc il y aura une intensification des échanges. Parce que c'est 10 jours, c'est tout droit, c'est 10 jours. C'est face à face. La distance de vous observerez que les Angolais d'ailleurs parlent portugais, comme leurs cousins d'Amérique latine qui parlent portugais. Parce que beaucoup de gens qui ont immigré en Amérique latine ont immigré librement depuis l'Angola, qui à l'époque était dans ce qu'on appelle le Kingdom of Congo, le royaume du Congo. Donc, c'est une sorte de reconstitution à travers le corridor de Lobito du Kingdom of Congo et qui va permettre donc de fédérer, de consolider les projets dans l'agriculture. Donc, comme je vous ai cité, dans l'agriculture, dans les mines, parce que le supply chain, dont l'évacuation à des coûts compétitifs vont se faire. Mais aussi, un avantage compétitif, c'est celui de l'Angola, qui a de très grosses ressources en pétrole et en gaz. Donc, l'Angola va certainement mettre en place de grosses capacités de raffinage sur son territoire, hein, raffinage du pétrole, raffinage de liquéfaction de gaz, pour pouvoir approvisionner des pays comme la Zambie, approvisionner des pays comme la Tanzanie, approvisionner des pays comme le Rwanda, approvisionner des pays comme la RDC, approvisionner des pays de l'Afrique de l'Est, donc l'Est de l'Afrique, donc au sein de la SADC. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il y aura un game changer. Les ensembles multilatéraux que la colonisation française et belge a laissés en Afrique centrale, en Afrique, si on peut dire en Afrique centrale, vont être brisés. D'abord, ils ont été brisés par la chute de Mobutu et l'émergence des puissances comme le Rwanda, mais elles vont encore être plus brisées dans les jours à venir avec l'arrivée d'une infrastructure économique comme le corridor de Lobito. Parce que il y aura une relocation de gros investissements autour de ce corridor-là qui malheureusement se fera au détriment de l'Afrique centrale qu'on appelle la CEMAC. Pour une seule raison, la France a soutenu pendant trop longtemps des gens qui sont restés là pendant 42 ans, Paul Biya, Sassou Nguesso, etc., etc., Obiangema, qui sont restés là pendant 42 ans. Et en restant là pendant 42 ans, ils ont porté un coup fatal à nos pays. Ils ont porté un coup fatal à nos pays. Aujourd'hui, on n'est plus, on est, comme on dit en anglais, we are nowhere. On est nulle part. Et beaucoup d'experts disent, même quand ces gens seront partis, il faut attendre 10 ans, 20 ans pour qu'on s'intéresse à vous. Hein? Mobutu est parti depuis les années 90. Ça fait aujourd'hui 30 ans. Les investisseurs ne s'intéressent pas encore à la RD Congo. Donc, vous comprenez, ça va être très difficile. Donc, c'est ça, le corridor. Donc, c'est le Global Supply Chain.
c'est une infrastructure de transport de marchandises solides, liquides et des personnes autour desquelles seront installées des zones industrielles, autour desquelles seront installées des politiques de production. Donc, la Zambie, puissance agricole, la RDC, potentiellement puissance agricole, transformation agro-industrielle, l'Angola, puissance en matière d'énergie, raffinage de pétrole, de gaz, de produits d'hydrocarbures et exportation sur les autres pays du continent africain qui peinent à trouver, dont la Tanzanie, le Rwanda, etc., vont pouvoir être approvisionnés à partir de l'Angola. Ensuite, au niveau des minéraux, approvisionnement des États-Unis, qui sont en compétition avec la Chine, mais avec un avantage, c'est que les Américains consentent à transformer, à commencer à produire des composantes qui nous ouvrent la voie pour monter à au moins à 50% dans la chaîne de valeur, voire 60%, et demain, commencer à produire les consumer devices pour le marché international. Donc, c'est un game changer majeur qui va être dans les années à venir. Ça veut dire que les États-Unis veulent créer 7 millions d'emplois, mais en créant 7 millions d'emplois, ils nous donnent la possibilité de créer aussi 10 ou 20 millions d'emplois sur le continent africain. De créer de la richesse parce qu'une infrastructure comme celle-là, qui est une infrastructure lourde, qui est une infrastructure rentable ou amortissable sur 30 voire 50 ans, nous bénéficions du financement de ces infrastructures et ça va permettre également de développer notre économie. Est-ce que c'est le dernier corridor qui sera conçu sur le continent africain? La réponse est non. Parce que sur le continent africain, il y aura d'autres corridors qui seront construits. En l'occurrence, le corridor routier, toujours financé par les États-Unis, qui doit partir de Johannesburg en Afrique du Sud pour allier le Caire en Égypte. Donc, qui part de Johannesburg en Afrique du Sud pour allier le Caire en Égypte. Cette infrastructure est une infrastructure routière, une autoroute. Donc, qui va permettre de relier le Caire à Johannesburg. Donc, qui va traverser beaucoup de pays africains, hein. Il va traverser le Kenya, la Tanzanie, l'Ouganda, le Rwanda, le Mozambique, Lesotho, Swaziland, etc. Aller jusqu'à l'Afrique du Sud. Voilà. Donc, ça va permettre que le transport de marchandises par camion, voilà, soit traverse plusieurs pays. En termes de supply chain, ça va procurer un avantage compétitif et ça va permettre d'intégrer les pays africains dans la perspective de ce qu'on appelle la ZLECAf, la création du marché commun africain. C'est financé par les États-Unis. La deuxième infrastructure qui est financée par les États-Unis, ce sera la ligne de chemin de fer qui va partir également du Caire en Égypte et arriver en Guinée-Conakry et au Sénégal. Donc, qui va avoir 2 débouchés sur la mer. Et cette ligne de chemin de fer-là qui va traverser le Sahel va permettre également de désenclaver les pays du Sahel et les repositionner au centre du commerce extérieur parce qu'elles seront intercalées entre les pays du Maghreb et les pays qui sont de l'Afrique de l'Ouest qui sont sur la façade maritime. Et donc, ça permet que si vous produisez à partir des pays du Sahel, vous pourrez soit vendre, par exemple, évacuer via une autoroute sur le port de Tanger au Maroc et vendre en Europe en moins d'une journée, ou bien en Algérie également, mais également sortir par le port d'Abidjan, de Dakar ou de Lomé, etc. et pouvoir écouler sur les autres pays d'Afrique ou dans les Amériques. Ce sera un game changer. Le troisième et le dernier game changer, c'est important de le dire, ce sera la construction de l'autoroute qui part de Lagos, va traverser Cotonou, va traverser Lomé, va traverser Accra, va traverser Abidjan, va traverser la capitale à Sierra Leone. J'ai oublié, pardon pour mes amis sierra-léonais, va traverser Monrovia, au Libéria, va arriver à Dakar au Sénégal. Voilà, c'est important cette autoroute-là. Donc cette autoroute-là également va permettre d'intégrer le marché sous-régional africain. Donc, vous comprenez, à partir de cela, je vous dis que les organisations multilatérales créées dans les années 60, il y aura une explosion, ça va disparaître. Vous avez déjà commencé à voir au sein de la CEDEAO avec l'arrivée de l'AES. Et des faits comme ça vont disparaître parce que l'arrivée des infrastructures économiques vont changer la configuration qui avait été dessinée à l'origine par une puissance comme la France. Et n'ayant plus de base militaire pour imposer quoi que ce soit, tous ces ensembles-là vont exploser au gré
des infrastructures économiques et des gros intérêts qui vont se mettre en place pour développer l'économie en Afrique en partenariat avec les Africains. Voilà. Cela dit, vous êtes sur notre chaîne, nous allons pas cesser de vous apporter notre éclairage. Nous allons travailler pour produire autant de vidéos que possible pour vous expliquer cela. Donc, c'est le corridor de Lobito, donc la pause à première qui a été faite par le président Joe Biden. Je remercie tous ceux qui ont suivi cette vidéo. Je vous prie de vous abonner sur notre chaîne, de mettre un like sur la vidéo, d'inviter vos amis à s'abonner et, s'il vous plaît aussi, de soutenir notre chaîne en souscrivant au membership. Ça veut dire que vous mettez votre carte, vous nous donnez 0, même pas, c'est 0,99, 1,99 ou 2,99 $ par mois. Voilà, si vous donnez $1, $1. Vous donnez $2, donc si vous donnez $1, ça fait 12 $ par an. Si vous donnez $2, ça fait 24 $. Et si vous donnez 3 $, ça fait 36 $. Ça permet de développer notre chaîne. J'ai déjà fait une vidéo pour expliquer en quoi consiste le plan de développement de notre chaîne. Ça permet de mieux vous servir, de nous équiper pour mieux vous servir. Voilà. Je vous remercie profondément et je vous souhaite à tous de passer une bonne semaine. Restez scotchés sur notre chaîne car le meilleur est à venir. Bye.